Bonjour. Alors, transparence et opacité. En tant que jeune médecin, plutôt affairé au quotidien avec le terre-à-terre, réfléchir sur ma pratique à partir d'un thème qui paraît de prime abord abstrait a été stimulant et ludique. D'abord parce que ces notions riches de sens que Sébastien dévoilera ensuite renvoient aussi à d'autres concepts qui ont pu me parler encore davantage, le secret, le visible et l'invisible, la superficialité et la profondeur. En effet, comme Paul l'a dit, je suis dermatologue, encore en formation puisque je suis en train de terminer cette année mon internat. Et donc le dermatologue, c'est le spécialiste qui s'occupe de la peau, l'organe le plus visible du corps humain, l'organe même du visible, l'organe qui nous rend le plus transparent au regard de l'autre. Et pourtant, c'est aussi, on verra, un organe de l'opacité. Ma présentation aujourd'hui va se dérouler en 3 temps. Donc, je vais d'abord tenter de vous montrer en quoi la peau est un organe assez passionnant dans l'optique du couple de notions qui nous intéresse à présent. Ensuite, je vous ferai part dans un second temps de l'intérêt de l'approche psychanalytique et psychosomatique en dermatologie. Et enfin, je vous exposerai plus en profondeur une partie de la dermatologie sur laquelle j'ai donc travaillé l'année dernière pour mon mémoire de Master 2 d'éthique et qui connaît un essor considérable ces dernières années, la médecine esthétique. Donc, la peau entre transparence et opacité. La peau n'est pas le simple organe superficiel et accessoire qu'on peut imaginer. L'image de soi à laquelle la peau donne forme, déjà, c'est évidemment capital. C'est aussi un organe qui a énormément de fonctions physiologiques essentielles à l'homéostasie de l'organisme dont on n'a pas toujours idée. C'est la barrière qui nous protège contre les agressions externes. Elle s'occupe de la thermorégulation, des échanges de chaleur, de la pigmentation, elle nous protège contre les ultraviolets. Elle a une fonction sudorale, elle nous permet de cicatriser. Enfin, voilà, c'est un organe aux fonctionnalités multiples. Il y a une citation de Paul Valéry qui est souvent citée par les dermatologues en exergue de leurs écrits à tonalité humaniste et qui est très belle, c'est vrai. L'organe le plus profond, c'est la peau. Elle est extraite d'un très beau texte de 1933 qui s'appelle « L'idée fixe » ou « 2 hommes à la mer ». Ce texte est un dialogue d'une centaine de pages où discutent sur une plage un philosophe et un médecin en quête du sens de l'existence. Et le philosophe s'y rappelle que la peau est un prolongement du cerveau, dérivant du même tissu embryologique. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais au moment de l'embryonogénèse, l'embryon a d'abord 3 feuillets, l'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme, et l'ectoderme va en fait former à la fois le cerveau et la peau. Et donc le philosophe évoque cela, et assez agacé par la profondeur en général, il dit ainsi « Profond, j'ai grand peur qu'il n'y ait de grandes illusions dans les tentatives que nous faisons pour nous creuser. Les uns croient pénétrer dans les couches primaires de leur existence, ils y cherchent généralement des fossiles obscènes. Nous avons beau creuser, docteur, nous sommes ectodermes. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. » Mais il rajoute, et c'est là que les dermatologues qui citent cette citation, en général, ne sont pas allés jusque-là, la peau en tant qu'il se connaît. Mais ce qu'il y a de vraiment profond, en tant qu'il s'ignore, ce sont les viscères. Et c'est là qu'on retrouve ce moment de bascule entre la profondeur et la superficialité de la peau. Et Valéry dit dans un autre ouvrage qui s'appelle Tel quel, il n'y a que les choses superficielles qui puissent ne pas être insignifiantes. Donc on voit l'ambiguïté de cet organe avec ses écrits. Il y a aussi un autre penseur, l'épistémologue François Dagonier, dont les travaux sont assez intéressants dans cette optique et même passionnants, notamment La peau découverte et Philosophie d'un retournement. Et donc ce penseur, est à l'encontre de la métaphysique et de la doxa philosophique habituelle, accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est extérieur, morphologie, forme, ce qu'il appelle l'exologie. Et il ne pense pas que ce soit le cœur ou le foie, que ce soit les organes nobles, mais au contraire, il pense que l'âme est à fleur de peau et que le centre véritable est à la périphérie. Et que la philosophie a trop glorifié tout ce qui est matériel, caché, esprit, et il milite pour la reconnaissance du dessus. Et donc, en un sens, de tout ce qui est transparent à opposer à l'opacité. La peau, donc c'est avant tout celle du visage, le reste du tégument étant souvent dissimulé par les vêtements. Et on sait donc l'importance qu'a donnée au visage la réflexion d'Emmanuel Lévinas, surtout ici, on en parle souvent.
en faisant le lieu de l'expression, de l'expérience d'autrui et de la transcendance. Et donc pas d'éthique sans la responsabilité devant le visage de l'autre. Et donc c'est alors un visage qui excède la description de la somme d'une bouche, d'un nez et des yeux, c'est le visage de quelqu'un. Et c'est finalement autrui qui me touche par la nudité de sa peau. Et cette peau, il dit dans Éthique et Infini, la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, la plus nue bien que d'une nudité décente. Et donc cette nudité est primordiale en dermatologie, et j'y pense souvent quand je déshabille mes patients finalement qui sont dans la nudité la plus totale, parce que le dermatologue, quand il fait bien son examen clinique, déshabille complètement le patient pour chercher le moindre signe de tumeur, le moindre signe évocateur d'une maladie quelconque, et dévoile donc la nudité de son patient qui se sent évidemment transparent, complètement visible, nu, et je pense qu'on peut dans son examen clinique, si on le fait d'une certaine façon, aider justement à ce que le patient ne se sente pas transparent et complètement nu. Pour l'anthropologue David Le Breton, le visage est la matrice la plus forte du sentiment d'identité, mais aussi un mi-dire, un chuchotement de notre identité. Il voile autant qu'il révèle. La surface du visage est d'une redoutable profondeur. On voit encore cette ambiguïté entre la transparence et l'opacité, la superficialité et la profondeur. Et c'est vrai que le visage est un lieu assez ambigu, par exemple, quand on ne se reconnaît pas sur une photographie. Dans certaines tribus africaines, par exemple, mais aussi d'autres endroits, c'est aussi le support de l'identité sociale au sein du groupe, avec des scarifications, des motifs particuliers. Ces cicatrices me semblent aussi être assez ambiguës, parce que pour les personnes qui peuvent les lire, elles sont très transparentes, elles vont avoir des significations... moi je ne connais pas, nous ne connaissons pas, et elles vont en même temps receler une grande opacité pour les étrangers. La peau du visage est également révélatrice des habitudes d'une personne, en général malheureusement plutôt mauvaises que bonnes. On voit les traces du soleil qu'on appelle dans notre langage l'héliodermie, donc la peau ridée, les traces du tabac, la peau grise, épaisse, l'alcool, la peau rose. Et ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue médical, la peau est aussi souvent le lieu d'expression de maladies systémiques. Les lésions cutanées sont souvent révélatrices de désordres internes, qui soient inflammatoires, par exemple le lupus, la sarcoïdose, je ne sais pas si vous avez regardé Dr House, des désordres infectieux, cancéreux, des métastases par exemple, cutanées. Un de mes anciens patrons en dermatologie à l'hôpital Cochin disait d'ailleurs que la différence entre le dermatologue et l'interniste, c'est que le dermatologue connaît la peau. Et voilà, c'était quelqu'un de très très modeste. Et par ailleurs, c'est un fait intéressant, beaucoup de maladies de peau épargnent le visage. Et beaucoup de patients vont rentrer dans votre bureau avec l'air normal. Et en fait, quand vous êtes déshabillés, ils ont des lésions impressionnantes, par exemple de psoriasis très diffus ou des kéloïdes massifs, des larges cicatrices pathologiques. Et donc c'est toujours assez impressionnant de passer de ce visage normal, avec tous les guillemets, et à ces corps meurtris. Le dermatologue est aussi confronté souvent aux maladies du secret. Et le dermatologue en France est aussi vénérologue, donc un spécialiste des maladies sexuellement transmissibles, comme le paradigmatique VIH-Sida. D'ailleurs, historiquement, c'est le dermatologue qui a été d'abord confronté à cette épidémie, parce que les malades étaient très immunodéprimés, on ne comprenait pas ce qu'ils avaient, et développaient notamment des tumeurs de Kaposi, des lésions violacées, très étendues, tumorales, affichantes, qui dévoilaient le secret et la honte des patients. On a récemment vu dans 120 battements par minute, d'ailleurs, des lésions de Kaposi. Enfin, pour finir cette partie, on connaît la définition classique de la santé de René Le Riche, que je trouve assez belle, même si elle est critiquable, mais belle dans sa simplicité. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Mais on comprend que pour l'organe peau, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas un organe comme les autres, que l'on répare quand il est malade et dont on attend un fonctionnement silencieux et invisible, puisque par définition, il est donné à voir. Donc, cette dernière phrase n'est pas de moi, elle est de Sylvie Consoli, dont je vais vous parler dans ma deuxième partie, qui vient maintenant, où je vais vous parler donc, de l'intérêt de l'approche psychosomatique en dermatologie, du visible à l'invisible. Je ne sais pas si vous connaissez donc, le psychologue psychanalyste Didier Anzieux, qui a inventé le concept de moi-peau,
qui a donné à la peau beaucoup de profondeur et d'opacité, mais en fait c'est un concept plus complexe évidemment que ça. Le moi-peau, c'est pas la peau, c'est une instance psychique qui permet le fonctionnement psychologique de l'individu. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette théorie est née ici parce que Didier Anzieux était psychologue dans le service de dermatologie ici. Il faisait passer des tests de Rorschach, les tests avec l'encre, quand on doit deviner des figures aux patients atteints d'eczéma sévère. Et c'est là que Didier Anzieux a fait l'hypothèse de lien étroit entre les failles narcissiques et les maladies de la peau. Et donc ce moi-peau, cette instance psychique, en fait, a des fonctions essentielles, permet la maintenance de notre psychisme, a une fonction contenante, fonction de parexcitation, d'intersensorialité et d'inscription de traces. Et en fait, il calque les fonctions de cette instance psychique sur les fonctions de la peau, mais elles peuvent s'interconnecter. Et ainsi, les failles psychiques avoir un retentissement sur la peau physique. Et donc, cette peau qui est l'organe du plaisir, ça c'est important en psychanalyse, nous permet en plus de communiquer avec les autres et de penser. Et c'est vrai qu'on voit souvent dans nos pratiques des patients avec un emmêlement perpétuel entre leurs problèmes psychiques, leurs problèmes moraux, plutôt psychologiques, et un problème de peau. Et donc Sylvie Consoli, que je citais plus haut, est à la fois dermatologue et psychanalyste. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de travailler avec elle au groupe de réflexion éthique en dermatologie qui existe, qui est un groupe thématique de la Société française de dermatologie. Et elle a écrit plusieurs ouvrages où elle évoque ce travail de psychothérapie, de psychanalyse avec des patients atteints de maladies de peau. Et pour elle, c'est véritablement une surface sur laquelle s'expriment les émotions, les pulsions, les affects, où l'autre et le moi se rejoignent. Et donc j'ai trouvé intéressante cette opposition entre la peau, surface, superficielle, visible par excellence, et le psychisme qui est quand même l'invisible et la profondeur. Cette opposition finalement avec le concept de moi-peau paraît plus subtile qu'il n'y paraît, avec beaucoup finalement de recoupements et d'allers-retours. C'est vrai que quand on est mal dans sa peau, sentiment profond, invisible, opaque, ça peut remonter à la surface par le biais de pathologies dermatologiques. Alors après, il ne faut pas psychologiser à l'excès les pathologies dermatologiques qui ont aussi beaucoup d'autres causes, évidemment, génétiques, inflammatoires, infectieuses, mais il y a des ponts. Et c'est vrai que beaucoup de mes patients qui ont des psoriasis, des eczémas, des pelades font des liens. Alors, on ne sait jamais à quel point ces liens sont réels, mais en tout cas, s'ils sont dits, c'est qu'ils ont une réalité. Donc, psychanalyse et psychothérapie permettent en dermatologie la médiation entre le visible et l'invisible. Et écouter, c'est ce que je disais, mais plutôt que simplement examiner le tégument et prescrire des crèmes, des pilules, permet de faire sortir de la relation simple et immédiate au visible et d'accéder aux choses plus secrètes et à l'opacité du patient et à faire le lien entre la maladie et le contexte relationnel, émotionnel de son apparition. Et il y a beaucoup de psychosomaticiens se sont intéressés en particulier à la peau, qui parlent évidemment de manière assez visible. Et il y a un psychanalyste, Jean Cohen, qui parlait de l'aveuglante clarté de la lésion dermatologique. Et c'est vrai que ce symptôme cutané, si visible, si transparent, est en même temps un masque opaque, un leurre. Et une psychiatre qui s'appelle Monique Hommage dit « La peau est un masque à plusieurs facettes qui trahit ce que l'on ne voudrait pas montrer et, par ses composantes psychosomatiques, exprime un malaise intérieur que l'on ignore. » Donc on est entre l'ignorance, la honte, le secret, le visible, l'invisible. C'est pour ça que le travail psychosomatique en dermatologie est assez proche des notions qui nous intéressent aujourd'hui, il me semble. Et j'ai pensé, cette nuit, j'étais de garde à l'hôpital Mont-d'Or, où il y a les seules urgences dermatologiques de France, et à minuit et demi, j'ai une jeune fille de 17 ans avec un eczéma absolument terrible qui est arrivée, un eczéma qu'elle a depuis l'âge de 2 mois. Donc elle a évidemment vu énormément de médecins, elle a un suivi spécialisé, mais là elle était en détresse, elle n'arrivait plus à mettre ses crèmes, et elle a 17 ans, et j'ai pensé à un texte que j'avais lu il y a quelques temps, que j'ai retrouvé, où c'est un jeune psychologue atteint d'eczéma qui a écrit un texte qui s'appelle « Je suis eczémateux ». Et il dit « Je crois qu'on cherche constamment à se cacher
à se fondre dans la masse, à ne pas être pointé du doigt comme différent. On veut être reconnu par les autres membres du groupe social comme identiques à eux, et du coup, on masque les petites ou grosses différences dont on est porteur. Ne pas faire tâche aux yeux des autres est dur quand on est atteint d'une maladie de peau qui voit et qui dérange, repousse et parle aux autres que l'on côtoie à notre insu. Et c'est vrai que voilà, c'est cette peau qui parle à notre insu. Ça peut être vécu de manière terrible. Et cette jeune fille que j'ai vue était vraiment très malheureuse. Et j'y pensais parce qu'elle était accompagnée de sa mère et que ce psychologue dans ce texte en fait raconte qu'il s'est intéressé de près à l'eczéma, qu'il a fait son mémoire de psychologie dans un service de dermatologie et qu'il a fait finalement son mémoire à la suite d'Andieu et Spitz et d'autres psychologues sur les interactions mère-enfant précoces, le rôle des interactions mère-enfant dans l'eczéma. Bon, c'est des théories qui sont critiquables mais qui en même temps, moi, me parlent. Et justement, cette jeune fille était accompagnée de sa mère et me disait qu'elle voulait être hospitalisée pour fuir en fait le contexte familial. Et par contre, quand je lui ai dit que je n'allais pas l'hospitaliser, que c'était triste d'être à l'hôpital avec des vieux démons qui crient à côté, mais par contre qu'elle pourrait peut-être penser à faire un suivi psychologique et parler. Elle était très, très réticente à ça. Mais bon, c'est voilà, une pensée pour elle. Et donc, dans cette optique de psychosomatique, l'acné, par exemple, de l'adolescent n'est pas tant une maladie de la peau qu'une maladie de la honte, qui va être révélatrice d'une poussée hormonale et de désir. Et donc voilà, on voit que tout ça, c'est toujours plus compliqué que juste le visible, que juste la peau. On sait aussi que les prurites chroniques, donc qui sont ces prurites qui n'ont aucun substrat organique, on ne trouve pas de lésions spécifiques, les biopsies sont normales, les bilans sanguins sont normaux. Beaucoup de gens souffrent de telles pathologies. Au maximum, ça peut être associé à des troubles psychotiques, mais parfois simplement à des troubles psychologiques moins graves. Et à l'extrême, on a en dermatologie une pathologie qui est intéressante, qui est vraiment au confin de la psychiatrie et de la dermatologie, c'est les troubles, les délires d'infestation parasitaire, où les patients pensent qu'ils sont vraiment colonisés par des milliers de parasites, de petites bêtes, ils leur donnent des noms, les individus, et ils arrivent dans votre cabinet avec des scotch, où ils ont scotché leurs tissus pour vous montrer les petites bêtes, on fait des analyses, évidemment il n'y a rien, et c'est des gens extrêmement malheureux, et donc je me suis dit dans cette optique que c'est des gens qui veulent rendre visible l'invisible, qui cherchent à montrer quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens de l'exprimer de manière plus analysée. Voilà, donc enfin, je vais vous parler maintenant de la médecine esthétique. Je change un peu de sujet. Donc j'ai travaillé sur la médecine esthétique l'année dernière pour mon Master 2. Et je prolonge d'ailleurs un peu ce questionnement cette année pour ma thèse de médecine, pas ma thèse éthique. Donc le visage, lieu du visible par excellence, qui est exceptionnellement caché par un voile intégral ou voilà, une cagoule, renferme parfois les secrets d'une discrète retouche qui vise à masquer les effets du temps qui passe. Le visage, organe de l'expression, semble rendre transparente l'histoire de vie d'une personne par ses rides d'amertume ou plus rieuses de la patte d'oie, par les cernes, les cicatrices. La médecine esthétique, en modifiant, rajeunissant, en embellissant, fait du visage de l'autre un secret en imitant ce voile de modification qui modifie sa transparence sans que cela soit toujours visible. Donc, la médecine esthétique a pris, je le disais, une place de plus en plus grande au sein de la dermatologie et je me suis interrogée assez tôt dans mon exercice et en particulier lors de remplacements en dermatologie libérale sur la légitimité de l'offre de soins à visée purement esthétique venant de la part de médecins avec plusieurs questions. Est-ce que cette offre est antinomique avec la vocation médicale ? Est-ce que le médecin trahit sa vocation de soin en se donnant l'esthétique pour finalité ? Est-ce qu'on reste un médecin en visant l'amélioration esthétique, en l'occurrence, plutôt que la guérison ? Ou on se demandera aussi s'il n'y a pas un changement de paradigme. Le jeune médecin qui récite le serment d'Hippocrate durant sa soutenance de thèse d'exercice ressent en général une certaine fierté. Il jure d'être fidèle aux règles de l'honneur et de la probité, de ne pas se laisser influencer par l'appât du gain ou la recherche de la gloire. Il serait évidemment naïf de ne pas voir l'écart entre cet idéal
éthique et la réalité, mais ceci me semble particulièrement vrai dans le domaine de la médecine esthétique, qui a pris donc une place très importante au sein de la dermatologie, mais aussi au sein d'autres spécialités. La dermatologie, c'est une très belle spécialité, très riche, mais qui est malheureusement souvent critiquée, et le spécialiste souvent rabaissé au rang d'esthéticienne. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine, et c'est pour ça que j'ai travaillé sur ce sujet. Mais c'est vrai que même si c'est au second degré, par exemple les internes de dermatologie dans les salles de garde, comme ici, en théorie doivent être appelées esthéticiennes. Donc il y a une dévalorisation par l'essence même du métier d'esthéticienne, et en plus par sa valence uniquement féminine, c'est catastrophique. La perte de prestige de la dermatologie me semble être due notamment à cette activité esthétique qui s'autonomise peu à peu comme champ dominant de la discipline. Les témoignages que j'ai pu avoir de patients qui venaient pour d'autres raisons dans le cabinet dans lequel je faisais des remplacements, par exemple, étaient parfois stupéfiants. Une jeune femme de 28 ans qui vient pour une pathologie bénigne et qui raconte qu'elle a vu avant un autre dermatologue qui lui a suggéré de faire du botox parce qu'elle commençait à avoir une ride du front alors qu'elle n'avait rien demandé. Et c'est assez fréquent. Et donc quand j'ai entendu ce genre de témoignage, c'est vrai que c'est là où j'ai eu l'idée de travailler sur ce sujet. Il faut noter qu'en dermatologie, c'est souvent difficile de distinguer entre une véritable maladie et une simple variante anatomique. Par exemple, un grain de beauté, c'est quoi de plus commun, et en même temps, c'est quelque chose qu'on surveille, potentiellement cancéreux parfois, donc on est toujours à la frontière. Il y a aussi beaucoup de maladies qui proposent un problème uniquement esthétique, parce qu'il n'y a pas de signe fonctionnel associé. Ça fait pas mal, ça gratte pas, c'est pas grave. Donc par exemple le vitiligo qui donne des taches blanches, ou tous les autres troubles pigmentaires, les kéloïdes, les angiomes, les pelades, les vergetures, enfin il y a tout un tas de maladies de peau qui n'ont pas d'évolution péjorative autre qu'esthétique. Et finalement certaines personnes vont complètement s'accommoder d'un vitiligo et aimer leurs taches blanches sur leur peau, même si elles sont très étendues, alors que d'autres vont arriver avec 2 taches dépigmentées sur les doigts, et ça va être un grand mal-être. Donc c'est extrêmement subjectif. Donc l'un va le vivre comme une maladie, l'autre pas. Donc on voit qu'en dermatologie, cette frontière pathologie normale, cette frontière esthétique médicale est complexe. Puisque la peau, finalement, quoi qu'il arrive, est ce qu'on donne à voir. Donc quand j'ai fait mon travail de recherche, j'ai décidé, au vu de cette complexité, de travailler uniquement sur une définition stricte de l'esthétique, donc l'esthétique pure. Et donc à ce moment-là, je parle des injections de produits de comblement. Ça, c'est le botox et l'acide hyaluronique, puisqu'on ne fait plus de silicone et de collagène quasiment. Enfin, la silicone, c'est interdit, et le collagène a beaucoup d'effets secondaires. Et les lasers, donc tout ce qui est laser dépilatoire, pigmentaire, vasculaire, qui enlève les taches, donc les poils, etc. Et donc, finalement, ce sont des choses qui sont relativement récentes dans la médecine, puisque il y a environ 15 ans, quand on parlait d'esthétique en médecine, on pensait plus automatiquement à la chirurgie. Tout ce qui est lifting, liposuction, nasoplastie, plastie mammaire. Mais c'est vrai que la médecine esthétique s'est depuis autonomisée en champ indépendant. Et il me semble que médecine et chirurgie esthétique n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux. Elles découlent toutes les deux du culte de l'apparence, de la peur de la vieillesse, mais la chirurgie est un acte lourd qui nécessite souvent une anesthésie générale, un temps de convalescence important, un coût financier plus important, qui peut, pas toujours, opérer des transformations radicales, tandis que l'acte de médecine esthétique, par opposition, peut paraître plus léger, anodin, réversible, subtil, plus transparent, peut-être. Par ailleurs, il n'est pas toujours facile de distinguer la spécificité des actes esthétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les frontières entre les différents corps de métier qui s'occupent d'esthétique sont assez opaques. Parce qu'il y a entre les chirurgiens et les médecins esthétiques, déjà les différences que je vous ai dit. Mais il y a aussi une grande rivalité entre dermatologues et médecins esthétiques non dermatologues, qui sont beaucoup plus nombreux en fait. Que ce soit des généralistes, des ORL, des ophtalmos, et qui est plus intense. Parce que beaucoup de dermatologues, en tant que spécialistes de la peau, pensent qu'ils ont la prérogative de la médecine esthétique, que le médecin esthétique non dermatologue ne pourrait avoir une motivation finalement que financière, alors que le dermatologue aurait une démarche globale de soins. Le débat est ouvert, je n'ai pas le temps de l'exposer plus avant. Et il y a aussi la guerre plus ouverte encore entre médecins esthétiques et esthéticiennes, puisque même s'il y a une différence entre les actes non médicaux, non invasifs
qui sont les prérogatives des esthéticiennes, et les actes médicaux, finalement, il y a beaucoup d'actes frontières, l'épilation, l'amincissement avec la lipocytolyse, la lutte contre le vieillissement cutané et la cosmétique et entre les deux. Et donc voilà, c'était l'origine de nombreux conflits. Il faut que je me dépêche, c'est ça, de savoir. Donc, la poursuite de la beauté n'est évidemment pas un fait social contemporain, et ça a toujours été capital, mais le poids de l'apparence paraît comme désormais de plus en plus important, avec un corps plus exposé, une identité plus corporéisée. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Georges Vigarello, un historien qui a travaillé sur la beauté. Et tout en étant un objet de libération, le corps est devenu dans les années 70 aussi un objet de consommation. Ce mouvement s'accompagne d'une soi-disant personnalisation de la démarche en médecine esthétique, avec une recherche de la beauté singulière. L'intervention est supposée aussi révéler la personnalité, mais il me semble que cette personnalisation trouve ses limites dans l'uniformisation des corps, qui ont finalement tous recours aux mêmes techniques de lissage esthétique, selon les mêmes normes sociales. Car si la beauté est une norme sociale, la laideur est un facteur d'exclusion. Et il y a une sociologue qui s'appelle Anastasia Medani qui a travaillé sur ce sujet et qui dénonce la violence de l'éthos somatique médiatique et une médecine postmoderne qui projette le corps sur les nouvelles règles du jeu social et du marché du travail, avec découlant de cela l'artificiel comme unique moyen de dignité somatique. La dermocosmétique anti-âge propose en effet explicitement d'avoir l'air plus jeune, et elle le propose pour un résultat dit naturel, ce par des techniques évidemment artificielles. Et je m'étais intéressée un peu à ce dualisme naturel-artificiel qui est bien connu en philosophie, mais qui est aussi en médecine. Et dès la Grèce antique, un médecin célèbre, Galien de Pergame, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui faisait la différence entre deux concepts. La comotique, qui correspond aux parures et aux ornements artificiels, et ce qu'il appelle la cosmétique, qui pour lui fait partie de la médecine, et qui, elle, préserve le naturel, dont la beauté. Donc c'est encore une fois des frontières très floues. Pour lui, par exemple, le médecin doit soigner une perte de cheveux, parce que naturellement il y a des cheveux, mais il ne doit pas permettre de blanchir ou brunir la peau, parce que ce serait artificiel. Au Moyen-Âge, on voit aussi que les soins de beauté occupent une place de plus en plus importante dans la littérature médicale. À la fois chirurgiens et médecins incluent dans leurs traités des chapitres de cosmétologie avec des recettes concernant le teint, la pilosité, tout en entretenant avec elles des rapports ambigus, parfois moqueurs. Et donc c'est intéressant parce que la cosmétologie a encore aujourd'hui, mais a déjà à l'époque, des frontières poreuses avec la dermatologie. On est tantôt d'un point de vue esthétique, tantôt d'un point de vue pathologie, maladie. Et bon, ce flou est toujours présent. Et il semble que cette insertion de la cosmétologie dans le discours des praticiens peut être vue en un sens comme un signe de médicalisation déjà de la société médiévale. Donc le médecin, par essence, lutte contre la nature, celle de la maladie. Ça n'aurait pas de sens pour moi de prôner le naturel à tout prix, mais je me suis quand même demandé s'il y avait pas, si le médecin ne devait pas avoir un rôle modérateur. Tu ne pratiqueras pas la médecine comme un commerce, stipule le serment d'Hippocrate. Les glissements entre médecins, commerçants, patients, clients, la marchandisation de l'art médical sont les écueils éthiques les plus évidents de la médecine esthétique. Les médecins qui pratiquent des actes esthétiques se défaussent souvent derrière l'argument de la demande d'un patient singulier qu'il soulage d'une souffrance, et évidemment c'est parfois vrai, mais il me semble qu'il y a un problème d'induction de la demande qui est fondamental, notamment par exemple avec des affiches dans les salles d'attente. Même si le médecin ne propose pas le fait d'avoir des affiches pour tel produit d'injection et tel aspirateur de graisse, va évidemment induire des questions, voire une demande des patients. Et il y a aussi les conflits d'intérêts avec les laboratoires qui parfois financent les sites internet, qui financent le matériel du cabinet. Le problème de l'induction, de l'obsolescence du matériel, puisque par exemple une machine laser coûte très cher, nécessite une maintenance, et sachant que le modèle sera périmé d'ici quelques années, pour le rentabiliser, il va falloir faire un certain nombre d'actes. Il paraît difficile alors de ne pas proposer explicitement à un patient qui ne se souciait pas de sa coupe rose ou de ses poils, de passer... voilà. Enfin, j'allais dire à la casserole, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, il me semble qu'il y a dans la pratique d'actes esthétiques le risque d'une prise de pouvoir illégitime
sur l'apparence de son patient. Et celui de créer de la pathologie et des besoins, là où on devrait peut-être encourager une normativité. Le médecin qui suggère des injections anti-rides fait potentiellement naître un complexe chez une personne qui n'en avait pas, ou une prise de conscience d'une déviance vis-à-vis des normes sociales dominantes de beauté ou de jeunesse. Pour un doctorat en anthropologie visuelle, j'ai lu un article d'une personne qui s'appelle Nadine Michaud, qui a suivi pendant 3 ans une patiente qui est dans un cabinet de médecine esthétique. Et elle rend compte de phénomènes que j'ai pu constater en m'entretenant avec des médecins esthétiques pour mon mémoire. Et c'est vraiment un processus assez fascinant d'appropriation du visage de leurs clientes, je pense qu'on peut dire clientes, par les médecins, avec cette dérive d'incitation à un surenchérissement des actes. Donc au départ, souvent la patiente va venir avec une demande précise, par exemple combler les rides de l'amertume, et le médecin va dire on va plutôt aussi faire ça et ça pour l'équilibre, et vous devriez faire ça parce qu'après ça sera trop tard. Enfin, donc il y a une véritable appropriation, le praticien prend le pouvoir avec ses propres canons esthétiques, et la patiente cliente, c'est plus de 90% de femmes, obtempère, puisque ce médecin qui a quand même le savoir, supposément, et là, le savoir de la beauté, qui est quelque chose dont je pense qu'on peut questionner. Une dermatologue que j'avais interrogée m'avait fait part du plaisir qu'elle avait acquis avec l'expérience à maîtriser de plus en plus la mise à jour d'un défaut, dans le manque d'harmonie d'un visage, qu'elle aimait scruter, analyser, avoir une vision dans les volumes. Et c'était intéressant parce qu'elle parlait vraiment avec plaisir de son métier. Elle comparait l'éducation de l'œil à celle nécessaire pour prendre plaisir face à un tableau. Elle n'avait pas du tout conscience de cette prise de pouvoir, par contre, qu'elle prenait finalement sur ses clientes. Et voilà, donc nous sommes frappés de cette appropriation d'un savoir du beau par les médecins, comme si les critères en étaient objectifs et complètement transparents. Il semble qu'un dermatologue soigne avec sa subjectivité, ses critères esthétiques propres, et qu'il doit au moins en avoir conscience. Voilà, il faut que j'avance. Donc, je me suis demandé si c'était le rôle du médecin de participer à cette tyrannie de l'apparence, pathologisation du vieillissement, et un contrôle des corps, en particulier féminins, qui mène les femmes à traquer la moindre déviance esthétique. Donc l'anthropologue David Le Breton a beaucoup travaillé là-dessus, et il montre bien qu'aujourd'hui, bien vieillir, c'est ne pas vieillir, et qu'il importe de figer la peau pour figer le temps. De donner le change en arborant les signes de sa jeunesse intacte, malgré les ans, pour ne pas perdre symboliquement sa place dans le champ social. Voilà, donc ça me pose problème que la médecine esthétique ait intégré ce discours du marketing. Et il me semble que la démarche éthique d'un médecin qui fait de l'esthétique, parce que ça me semble possible, doit déjà être une prise de conscience de tout ça. Puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, que la visibilité de l'esthétique est désormais très importante, qu'elle s'expose même dans les grandes revues spécialisées, qu'elle est valorisée par les instances médicales officielles. La question aurait été très différente il y a 20 ans, où la médecine esthétique était méprisée par les vrais médecins. Aujourd'hui, toutes les instances scientifiques officielles la favorisent. Donc je me suis demandé comment faire pour revaloriser une médecine préventive, diagnostique, plus ardue, avec des résultats moins spectaculaires. Enfin, donc j'avais évoqué ça tout à l'heure, on peut se demander si la médecine esthétique est un autre métier, dont il faudrait alors assumer complètement le caractère commercial. À beaucoup d'égards, l'attitude du patient en la matière est un choix de consommateur, le client se mouvant dans l'industrie de la beauté, régie par la loi du marché. D'ailleurs, les actes d'esthétique médicale sont soumis à la TVA depuis 2012. Et donc pour conclure, c'est les analyses du philosophe Jérôme Goffet qui peuvent éclairer cette proposition de changement de paradigme. L'auteur distingue en effet de la médecine les nouvelles pratiques d'amélioration de l'humain pour nous rendre plus beaux, plus forts ou plus intelligents. La médecine esthétique, mais donc aussi les compléments protéiques, les psychotropes. Et il regroupe tout ça sous le nom d'anthropotechnie, qui n'a pas la même finalité que la médecine, qui ne vise pas à une restauration du normal, mais à l'instauration d'un état surnormal. Et alors, les couples normales pathologiques et médecins-patients n'y font plus sens. Et il faut penser à un nouveau cadre épistémologique, éthique, juridique. Et donc ceci permettrait peut-être de sortir de l'opacité des frontières entre médical et esthétique que nous avons exposées, en rendant plus transparents les enjeux à l'œuvre. Merci.